presque 48 heures. Le soir... Abraham, 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 il y a un problème, la vidéo s'est coupée. La vidéo s'est coupée, il y a eu un problème. La vidéo s'est coupée. D'accord, je rétablis la vidéo, s'il te plaît. Je rétablis la vidéo, il y a eu un souci. Voilà, nous avons été coupés, je m'excuse. Il y a eu un vrai souci, nous avons été coupés. Voilà. Essayez d'établir, je ne sais pas si c'est les gens de Facebook qui ont fait... Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, la vidéo s'est coupée. Je suis étonné, la vidéo s'est coupée toute seule comme ça. Ok, d'accord. Essayez d'établir la liaison, là je vais vous imprégner de la situation. D'accord, très bien. J'essaie de rétablir la vidéo, s'il te plaît. Ok. D'accord, prenez votre temps, je suis disponible. Très bien, les gens sont en train de revenir. D'accord. Ok. Les gens sont en train de revenir. Je m'excuse. Je ne sais pas pourquoi la vidéo s'est coupée vraiment toute seule comme ça. C'est incroyable. D'accord. Ne vous excusez pas. Je suis vraiment disponible. Parce que la lutte, elle est noble. Je suis vraiment disponible à vous imprégner de la situation, de tout ce qui se passe là. Très bien. Ok, c'est parfait. C'est bon, les gens sont en train de revenir. Il n'y a pas de souci. Ok, donc Abraham, explique-moi précisément pourquoi est-ce que tu t'es retrouvé en Libye. Ok, d'accord. Comme tout jeune subsaharien, c'était vraiment dans le but d'aller vraiment en Europe. Oui. Croyant avoir une meilleure vie que celle de l'Afrique. Donc, c'était vraiment à l'Irak, peut-être la formation que j'ai eu à faire ici, parce que je suis mécanicien de formation. D'accord. Améliorer mes acquis pratiques en mécanique. Et Oui. revenir au pays avec ces attestations, cela vraiment allait enrichir mon CV. C'était vraiment personnellement ma vision. Et je continue de ce qui s'est passé sur le terrain. Ok. Donc, vous me suivez? Oui, je te suis très bien. D'accord. Donc, quand nous avons été conduits en premier temps dans une prison de la ville de Zaouia, oui. de Zouara, je m'excuse, de Zouara, donc ils nous ont conduits le 7 mai dans une autre ville appelée Garian, où il y a une véritable prison, un camp de concentration. Oui. Arrivé là, ils nous ont envoyés dans l'espoir de nous rapatrier chez nous. D'accord. Donc, si je comprends bien, Abraham, tu as pris donc le bateau pour te rendre en Libye parce que tu voulais te rendre où? Tu voulais partir en Italie, c'est ça? Effectivement, je voulais aller en Italie. Ça, c'était la nuit du 6 mai. Parce qu'il était déjà à 5 heures du matin. Il était déjà à 5 heures du matin. C'était un vendredi. On peut fouiller, vous pouvez voir sur les calendriers. C'était un vendredi le 6 mai. Donc, nous avons été interceptés par la marine libyenne et ils nous ont conduits à un premier temps à Zouara. Ils nous ont conduits en prison à Zouara. Nous avons passé des jours là-bas sans manger, des heures sans manger. Donc, ils nous ont conduits à Garian. Arrivé à Garian, dans l'espoir d'être rapatriés chez nous, parce que c'est ce que les Libyens nous disaient en arabe, ceux qui comprenaient un peu nous traduisaient ce qu'ils nous disaient. Donc, quand nous sommes arrivés, nous avons été vraiment surpris de voir qu'il y avait plus de 5000, je ne me connais même pas le nombre. Plus de 5000 personnes dans les prisons. 11 mois de prison, 8 mois de prison. Je peux continuer? Oui, bien sûr. Il y avait plus de 5000 personnes dans ces prisons. Plus que ça, parce que moi j'ai compté 17 cellules. C'est ce que je voyais, j'ai compté 17 cellules. Précisément là où moi j'étais, la cellule numéro 12, nous on était au nombre de 105 personnes. Dans un conteneur, vous voyez, oui. Un conteneur qu'on appelle le conteneur de 40 pieds. On était au nombre de 105 personnes dans ce conteneur. Donc, oui. Tous les conteneurs étaient remplis de jeunes subsahariens. On te donne un morceau de pain pour 24 heures.
Donc, je suis resté là. Le mois de Ramadan a débuté. D'accord. Quand le mois de Ramadan a débuté, ils sont venus chercher toutes les femmes qui étaient incarcérées là, en nous disant qu'ils vont les rapatrier dans les pays différents. Mais c'était faux. Ah, ils ont pris que les femmes. Oui, toutes les femmes et les filles qui étaient là, ils sont venus les chercher pour les rapatrier chez eux. Donc, nous sommes restés en nous disant que non, ils vont les rapatrier au pays. Mais c'était faux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un autre Libyen qui est venu verser une caution au responsable de la prison. Lui, le monsieur qui est venu payer de l'argent, a fait sa propre prison à lui. Donc, il est parti incarcérer aussi ces femmes-là. Là, il appelle ses amis libyens. Ils vont venir faire leurs sales besoins et lui, il va empocher l'argent. Donc, effectivement, c'est ce qui s'est passé. La nuit du 2 juin, je suis resté là. La personne à qui j'ai payé une somme équivalente de 16 millions de francs guinéens, oui. Je ne sais pas ça fait combien en euros ou en dollars ou en CFA. Oui. Donc, j'étais avec lui, son petit frère et sa copine. Oui. On était tous interceptés la nuit du 6 mai. Donc, le monsieur a cherché à faire sortir son petit frère de la prison. Quand son petit frère est sorti de la prison, son petit frère a dit, ah, vraiment, j'ai passé beaucoup de difficultés avec Abraham. Il faut passer il faut faire tout ce qui est possible pour le faire sortir de la prison. Donc, il y a une rançon qui a été payée par ce monsieur, qui est un subsaharien aussi, qui sont des intermédiaires entre les Libyens et les jeunes subsahariens. Donc, il a payé un montant équivalent de 12 millions de francs guinéens pour obtenir ma libération parce qu'il a payé 10 000 dinars libyens. Un peu plus de 12 millions de francs guinéens pour obtenir ma libération. C'est comme ça que vraiment, moi, j'ai eu une très grande chance. Je suis sorti de la prison le 2 juin. Donc, quand je suis sorti de la prison le 2 juin, je suis allé, c'est quand je suis sorti de la prison que j'ai su réellement que les femmes et les filles là n'ont pas été rapatriées au pays, mais elles ont été conduites dans une autre prison où réellement les jeunes Libyens venaient faire leur sale besoin pour pouvoir, et le responsable de cette prison privée, il faut le dire comme ça, tirer profit de tout ce qui s'est passé là. Donc, mes amis m'ont encouragé encore de continuer le chemin. Je leur ai dit non, je suis venu ici pour pouvoir aller en Europe, mais pas pour venir me faire tuer. C'est là que je me suis retourné en Algérie. Donc, quand je me suis retourné en Algérie, c'est bon de le dire. Okay. J'ai compris réellement qu'ils avaient les mêmes comportements. Je vous assure au Dieu qui détient mon âme, la situation qui se passe aujourd'hui en Libye, je ne le sais pas pour les Algériens, mais si cette même situation se passait en Algérie, les Algériens allaient se comporter de la même manière que les Libyens se comportent. Je vous jure au Dieu qui détient mon âme, parce que quand je suis arrivé en Algérie, j'ai contacté les médias, les ONG, pour au moins attirer l'attention de nos dirigeants par rapport à la situation de ce qui s'est passé à Garian. Ils ne pouvaient pas sans savoir ce que je devrais souligner là, c'est quoi. Quand on dit qu'il y a rapatriement en Libye, le tout est concentré sur la prison qui se trouve à Tripoli. Étant donné qu'il y a plusieurs villes en Libye où les jeunes subsahariens sont incarcérés dans des conditions insoutenables, dans des conditions inhumaines, dans des conditions ignobles, je vous assure. Je vous donne quelques noms, que ce soit à Saba, que ce soit à Zouara, que ce soit à Zaouia, que ce soit à Garian, ou une ville qui est située à 80 km, je crois bien, de la Tripoli. J'ai passé 27 jours. Donc, les jeunes sont incarcérés partout dans ces villes côtières, sauf Saba qui n'est pas une ville côtière. Mais il y a des jeunes qui sont incarcérés là-bas. Quand il y a rapatriement, chacun toujours sur la Tripoli. Donc, il était vraiment de mon devoir, que ce soit Jeune Afrique, que ce soit une radio privée en Guinée, ici la radio Espace FM, que ce soit des médias actifs pour ainsi de suite. J'ai eu à intervenir dans tous ces médias pour pouvoir attirer l'attention de nos gouvernements par rapport à la situation vraiment macabre qui s'est passée en Libye. Dieu merci, il y a plusieurs jeunes Guinéens qui ont été rapatriés aujourd'hui. Les Ghanéens sont partis chercher les ressortissants, que ce soit le Sénégal, la Gambie, ainsi de suite. Mais je suis vraiment fâché, énervé contre les responsables ivoiriens parce qu'il faut le dire. Aujourd'hui,
c'est bon de le dire, les jeunes Ivoiriens sont obligés de se faire passer pour des Guinéens pour être rapatriés. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu un geste du gouvernement ivoirien par rapport à la situation des jeunes qui sont là-bas. Étant donné que j'ai signalé aux jeunes, disant que si par exemple, ils vont être endeuillés, parce que les 27 jours que moi j'ai passé là-bas, il n'y a pas eu de soins, un morceau de pain pour 24 heures. Donc vraiment, c'était. Vous imaginez, madame, une centaine de personnes dans un conteneur avec la chaleur du désert. Je vais vous expliquer une histoire aussi vraiment qui m'a beaucoup marqué. Oui. Quand le mois de Ramadan est arrivé, ils ont décidé de rapatrier les femmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une femme qui a dit vraiment qu'elle a été vraiment prise avec son mari, donc elle ne pouvait pas aller au pays sans informer son mari. Ok. Donc les Arabes, les Libyens l'ont laissé. Elle était devant les cellules, maintenant elle demandait Moribo Diarra, parce que son mari s'appelait Moribo Diarra. Oui. Moi, j'étais dans la cellule numéro 12. Quand elle est arrivée au niveau de la cellule numéro 16, elle a été informée que son mari est décédé il y a 24 jours de cela. Wow. La femme s'est écoulée. Elle ne pouvait plus marcher même. Mais ce qui m'a beaucoup étonné, il fallait voir le comportement de ces Libyens. Ils ont fait ça à un non-événement, comme si rien ne s'est passé. Effectivement, ils ont fait sortir un corps là-bas pour aller le jeter parce que dans la période de Gariane, il n'y a pas de soins. Un détenu peut tomber malade, vous les appelez pour dire que vraiment, il y a un détenu malade, la personne va rester là jusqu'à mourir, ils vont venir faire sortir son corps pour aller le jeter sur le désert. Je vous assure que c'est comme ça que ça se passe. Ils vont venir faire sortir son corps pour aller le jeter sur le désert. Ça, c'est une histoire que je vous ai expliquée. Il y a une autre aussi qui s'est passée, vraiment qui m'a beaucoup marqué encore. Il y a des jeunes qui ont été interceptés à la rentrée de Tripoli et on les a rapatriés, on les a envoyés plutôt dans la prison de Gariane. Oui. Parce que dès que vous arrivez là, que ce soit vos téléphones, que ce soit les cartes mémoire, que ce soit les puces, les numéros, argent, tout ce qui est avec vous, on vous dit fouille de tout. Ok. Le jeune, il arrive là, lui, il a réussi à cacher son téléphone. Ok. Quand il a caché son téléphone, ils ont fouillé, ils n'ont pas vu son téléphone. Arrivé dans la prison, le deuxième jour, il a appelé son papa au Mali. Le consul du Mali qui est à Tripoli, oui. l'a mis à son papa. Son papa, à son tour, a appelé son ami pour lui dire vraiment, vous avez votre fils qui est incarcéré à Gariane, parce que c'est son ami. Oui. Comme ça, il a dit, vous avez votre fils qui est incarcéré à Gariane dans la prison, et ainsi de suite. Il faut m'aider pour vraiment obtenir sa libération. Ok. Et c'est pas passé. Le consul, à son tour, a appelé le responsable de la prison pour lui expliquer la situation, dire que vraiment il a son fils qui est incarcéré là-bas, ainsi de suite. Le responsable de la prison, qu'est-ce qu'il s'est dit? Comment est-ce que le consul a su que le jeune l'a incarcéré là-bas? Mon Dieu. Ils sont venus, ils ont demandé des noms. Quand ils ont demandé le nom, le jeune s'est présenté. Ils ont dit il a un téléphone. Il dit qu'il n'a pas un téléphone. Ils l'ont attaché, ils l'ont frappé, ils l'ont torturé, jusqu'à ce qu'il a cédé. Ok. Quand il a cédé, il est resté là. Excusez-moi du terme, il faut le dire, c'est comment ça s'est passé. En le torturant, il a un problème, je ne sais pas, excusez-moi du terme, il faut le dire, au niveau du testicule, oui. qui a commencé à se gonfler, donc il ne pouvait même plus porter de caleçon. Oui. Il était dans la cellule là-bas nu. Donc d'autres détenus se sont révoltés, ils ont tapé le conteneur pour attirer leur attention, pour dire que vraiment le jeune, sa situation était vraiment compliquée. Le responsable de la prison est venu voir son état, vraiment, ses testicules s'est gonflé, excusez-moi du terme, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Il est venu le faire sortir de la prison, le mettre dans sa voiture. Les autres détenus se sont dit quoi, peut-être que c'était pour l'envoyer à l'hôpital. C'était faux. Il est parti, c'était pas ce qui s'est passé. Il est parti le jeter dans une maison jusqu'à ce que le jeune est resté là, jusqu'à ce qu'il a rendu l'âme. Quand il est décédé, je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec son corps, mais je vais vous dire comment nous avons su l'histoire, parce que moi je n'étais pas de leur prison. Quand le mois de Ramadan est arrivé, ils sont venus séparer les chrétiens et les musulmans. Les chrétiens dans une cellule et les musulmans dans une autre cellule. Donc nous, on était maintenant des musulmans, il n'y avait plus de chrétiens. Parmi nous, les chrétiens étaient dans leur cellule. Ils ont fait quoi? Les cellules où il y a des musulmans, l'heure à laquelle où on nous donnait ces morceaux de pain, ils ont changé ça. On nous donnait maintenant ces morceaux de pain à 19h.
c'est-à-dire l'ère de la rupture du gène. Ok. Vous me suivez? Je suis très très bien. D'accord. Donc, nous avons reçu ce jour-là 21 musulmans. Ce sont ces 21 musulmans-là qui nous ont raconté l'histoire là parce que ça s'est passé eux dans leur chenille. Ok. Vous voyez ce que ça fait. Donc vraiment, c'est bon. Au fait, Oui. c'est pas les mots défenseurs. Non, mais je comprends parce que ton témoignage, Abraham, il est poignant et il résume cette situation. Ton témoignage, il est très poignant. Je reste même bouche bée parce qu'il résume exactement ce que les autres, ben, toi, tu as réussi à t'en sortir. Il y en a d'autres qui y sont encore. J'ai une question peut-être que je vais te poser. Ce qu'on vend aux enchères, ils vont travailler comme esclaves toute leur vie. Et on leur prend leurs papiers, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus d'identité. Je pose une question. Oui, d'accord, vas-y. Je veux savoir ce qu'on vend aux enchères quand ils arrivent en Libye. Ok, d'accord. Quelle devient leur situation? Ils vont travailler comme esclaves toute leur vie, c'est ça? Oui, non, je vais vous expliquer comment est-ce que ça se passe. Je vais vous expliquer comment est-ce que ça se passe. Avant de les vendre d'abord, je vais vous raconter quelque chose. Tellement qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce pays de merde, on arrive même à oublier d'autres. Je vais vous dire que, vous savez, il y a des jeunes qui sont réellement cantonnés dans un lieu où on appelle campo. Vous êtes là, vous allez attendre des jours pour pouvoir attendre votre tour de départ, c'est-à-dire votre tour d'embarquement pour l'aéroport. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des jeunes qui sont là, ils vont faire des jours, ils n'ont plus d'argent. Les parents qui sont là ne savent même pas s'ils sont en Libye. Ils sont là, ils n'ont pas d'argent, ils vont faire des jours sans manger. Les Libyens vont venir dans cette campo pour chercher des jeunes à aller travailler. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr. Donc, vous allez vous mettre dans ce lot pour pouvoir aller travailler dans l'espoir d'avoir un peu de soir pour pouvoir au moins manger. Qu'est-ce qui se passe? Après avoir fini de travailler toute la journée ou des jours même avec eux, ils vont faire quoi? Vous n'attendez pas l'arabe, ils vont appeler les groupes bandits qui sont là-bas, ceux qui viennent acheter des gens, ils vont les appeler pour leur dire, ok d'accord, j'ai un noir à vendre, est-ce que vous êtes prêts? J'ai un noir à vendre, est-ce que vous êtes prêts? Si eux disent qu'effectivement ils sont prêts à acheter, ils vont discuter ton prix, là le soir il va te prendre, toi peut-être c'est dans l'espoir d'avoir un peu pour pouvoir manger, et là où il est parti de chercher, c'est pour aller pour te déposer là-bas. Mais qu'est-ce qui va se passer? Oui. Il va aller te vendre au groupe bandits qui sont là-bas, et qu'il va aller te vendre, et à leur tour, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te torturer, t'électrocuter même. Vraiment faire tout ce qui n'est pas humain pour que tu appelles tes parents au pays pour pouvoir leur balancer de l'argent. Ils vont dire une rançon plutôt, pour dire vraiment, nous avons votre fils et ainsi de suite, donc il faut envoyer de l'argent. Si vous n'envoyez pas de l'argent, il va mourir. Je vous assure, il y a d'autres qui peuvent rester comme ça dans l'air, mais ils vont les torturer jusqu'à les tuer si leurs parents n'envoient pas de l'argent. Pensez-vous que peut-être les gens qui sont en train de les vendre là, c'est pour aller les faire travailler? C'est pas ça seulement, c'est pour pouvoir appeler leurs parents et ils vont les torturer, leur donner un téléphone pour dire qu'il faut appeler ton parent au pays. Là, ils vont dire une somme. Si ils t'achètent à $100, ils peuvent dire 400, 500, jusqu'à même 1000 là, sans chercher même à connaître quelle est la situation de tes parents au pays. C'est ce qui se passe. C'est que les gens qu'on vend en Libye là, c'est pas pour pouvoir aller travailler simplement. Non, c'est pour pouvoir les revendre. Mais comment ça se passe? On appelle les parents, toi on te torture et les parents vont verser une rançon pour pouvoir obtenir sa libération. C'est ce qui se passe. Mon Dieu. Oui. Mon Dieu. Ok, donc ça veut dire que si tes parents n'ont pas d'argent, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Ils vont te torturer jusqu'à ce que ta vie va rester dans l'air. Mais je vous assure, j'ai écrit dans mes commentaires, quand on est en Libye, je vous assure, on ne se pose pas la question si les Libyens sont des musulmans, s'ils sont chrétiens. Ça veut dire quoi? On ne se pose même pas la question même sur leur foi, mais on se demande est-ce qu'ils sont humains? Est-ce qu'ils sont humains?
vous pouvez, quand M. Blatter a dit la nuit du 20 mars, ils nous ont embarqués dans un 4x4. Madame, je vous assure, 38 personnes dans un 4x4. 38 personnes, je vous assure, 30 dans un 4x4. Et nous avons parcouru des centaines de kilomètres. Quand je suis descendu dans la voiture, je ne pouvais même plus marcher. Mes pieds étaient engourdis. Je ne sentais même plus mes pieds. Tu ne te demandes pas là, tu ne te poses pas la question sur leur foi. Tu te demandes est-ce qu'ils sont humains. Je vous assure, madame. Ok. Oui. Ok. Mon Dieu. Je reste, je reste sans voix. Je ne sais même plus quoi dire parce que je reste sans voix. Il y a autre chose aussi à souligner. Quand nous avons commencé le voyage, on était dans notre groupe, il y avait 2 filles. Ces 2 filles, ils étaient tous en état de famille. Il y a une qui était enceinte de mois, l'autre était enceinte de 6 mois, mais je vous assure, à commencer par Sintan, une ville de la Libye, jusqu'à ce que nous sommes rentrés dans Zabrata, les 4 jours que nous avons passés sur la route, ces filles-là ont été utilisées par des Libyens, je ne sais pas combien de fois. Je vous assure, ils vont venir, ils vont nous prendre en otage, ils sont tous armés, ils vont les envoyer quelque part, aller faire leur sale besoin et après on vient les déposer. J'ai vu des filles qui sont à Zabrata en état de famille qui ne savent même pas même qui les a enseignés. Je vous assure, plein sont là-bas. Ok. Il y a beaucoup de choses se sont passées. Ta tête n'arrive même pas à enregistrer tout. Je vous assure, quand vous êtes là-bas, vous ne vous posez pas de questions sur le... J'attends les commentaires de personnes. Si des personnes ont des commentaires, enfin des questions à poser à Abraham pendant qu'il est en direct, j'attends donc vos réactions. Si vous avez des questions spécifiques, lui qui a vécu ça, ce dont on est en train de parler, vous avez un commentaire, enfin un témoignage en direct. Vous pouvez poser vos questions pour que je lui pose et qu'il puisse peut-être nous éclairer sur certains points. Abraham, j'ai juste une question à te poser. Pourquoi est-ce que un jeune Africain, d'accord, comme toi, arrive à vouloir penser que l'Europe, c'est l'Eldorado? Pourquoi est-ce que l'argent que tu as eu pour traverser la mer, pour payer des passeurs, tu n'as pas pris ça pour faire une formation en Guinée? C'est une question peut-être qui va te choquer, mais il faut que je la pose. Cette question ne me choque pas. Je vais vous dire quelque chose. Il faut être sincère avec soi-même. C'est une grosse bêtise. Mais on se trouve là-dedans et on se dit, si je savais. C'est une grosse bêtise, je vous assure, madame, en toute sincérité. Que tu arrives à rentrer en Europe et que tu n'arrives pas à rentrer, mais je vous assure, c'est une grosse bêtise. Aujourd'hui, nous avons des milliers de jeunes qui sont au bord de la Méditerranée dans une situation qui j'appelle si je savais. Je vous jure, madame, ça a été une très grosse erreur. Parce que je pose cette question. Je pose cette question parce que tout simplement, ok, je pose cette question parce que tout simplement, j'ai vu dans les reportages, d'accord? Voilà. J'ai vu dans les reportages des personnes qui étaient effarés, ok, qui étaient effarés parce que j'ai vu un des migrants, je regardais ce reportage, il venait du Nigeria. Oui. Et à ma surprise et à ma consternation, on voulait le ramener au Nigeria. Et ce jeune homme était choqué parce qu'il pleurait parce qu'on voulait le ramener chez lui. Alors, ça veut dire que
Est-ce que ça veut dire que certains Africains préfèrent être esclaves que de rentrer dans leur propre pays? Non, non, madame. Parce que je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus. Voilà, voilà, voilà. Oui, oui, oui. Je vais vous donner un peu de détails par rapport à ce que vous venez d'avancer là. D'abord, vous ne savez pas dans quelles conditions il a quitté chez lui. La somme qu'il a utilisée pour pouvoir aller en Europe, elle est à lui. Oui. Ça, c'est la première des questions d'abord. Ça, c'est la première des questions d'abord. Deuxièmement, quand il va se retourner au pays, oui, sachant que les voisins, les proches, sont déjà informés de sa situation pour dire qu'il veut aller en Europe, quelle va être leur réaction? Je vais vous expliquer quelque chose. L'autre jour, j'ai rencontré un migrant. Nous étions dans une même cellule. Il a commencé la formation par l'appui de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrants. Oui. Lui, il m'explique. Il me dit, ah, Abraham, vraiment, j'ai des problèmes en famille. J'ai dit, lesquels? Il dit, ok, d'accord. Aujourd'hui, mon vieux a 2 femmes. Oui. J'ai un petit frère. J'ai un petit frère. Nous ne sommes pas de même mère. A passé par la Libye pour rentrer en Libye. Pour rentrer en Europe. Moi, je n'ai pas eu cette chance, mais je vois que aujourd'hui dans la famille, quand les gens sont quand les gens parlent, plus précisément, j'ai une grande sœur dont nous ne sommes pas d'une même mère. Chaque fois, elle ne fait que chanter, ah, pour pouvoir aller en Europe, il faut être béni. Il faut être béni par tes parents, ainsi de suite. Vraiment, ces mots commencent à me choquer. Si c'est comme ça, je vais arrêter ces formations. Au moins, même si je ne vais pas en Europe, je vais m'aventurer encore pour pouvoir aller dans un autre pays d'Afrique. Parce que vraiment, tout ce qui se si c'est que les gens sont en train de mijoter autour de moi, vraiment m'énerve. Vous voyez ce genre de comportement. Je lui ai dit ce que j'avais à lui dire, je lui ai dit, ok, d'accord, c'est comme si rien ne s'est passé, mais il faut penser plutôt le jour où on était où on était dans un conteneur à plus de 100 personnes, où on nous donnait un morceau de pain pour 24 heures, il faut penser à ça. Il ne faut pas penser à tout ce que les gens vont dire autour de toi. Prends le courage, fais ta formation, peut-être tu vas avoir un lendemain meilleur. Donc, vous voyez, ce sont ces questions que vous devrez vous poser. Ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas vraiment rentrer chez eux, mais quand ils vont se retourner chez eux, quelle va être leur situation de réinsertion ou comment est-ce que même ils sont sortis du pays? C'est cette question qu'il faut se poser. Ok. Voilà un peu la situation. Très bien. Ok. Voilà. Ok. C'est vraiment cruel, hein? C'est vraiment cruel. C'est vraiment cruel. Je ne sais que dire de plus. C'est une triste réalité du sort des Africains, et de la jeunesse africaine surtout. Le continent le plus riche, on ne cesse de le dire, le continent avec une jeunesse qui préfère s'aventurer dans l'eau, quitte à être jeté dans l'eau, pour avoir soi-disant un avenir meilleur. Je vais apporter un peu ce que vous voulez avancer. Je prends, par exemple, ma situation. Quand j'ai fini la formation, je suis mécanicien de formation, j'ai fait une école professionnelle. Quand j'ai fini mes études, j'étais devenu diplômé, j'avais mon CAP, mon certificat d'aptitude professionnelle. Mais je sais combien de fois, comme j'ai eu. Allô? Je sais pas combien de difficultés j'ai eu pour pouvoir avoir au moins un stage de perfectionnement dans des entreprises. Alors? D'accord, oui, j'écoute. Bon, ça veut dire quoi? Donc, c'est très difficile en Afrique. C'est d'accord. Donc, on pense que l'Occident est meilleur. C'est ça, ces idées qui vont venir dans ta tête pour dire que, ok, d'accord, si ça ne marche pas en Afrique, je vais m'aventurer au moins pour avoir une vie meilleure. Parce que même avoir au moins un stage de perfectionnement, tu n'arrives pas à l'obtenir. Peut-être le jour que je vais même finir ces stages-là, est-ce que je vais avoir un emploi? Voilà toutes ces questions que tu vas te poser.
Et maintenant, tu vas te retrouver dans la merde en Libye. Bon, vraiment. Très bien. C'est vraiment compliqué. D'accord, Abraham. Ma dernière question, parce que là, j'ai quelqu'un que je souhaite aussi appeler, qui va parler un tout petit peu. C'est quelqu'un même qui vit en Libye. C'est un Libyen qui va nous donner aussi sa version de l'histoire. J'ai une dernière question. Abraham, tu m'as dit, parce que je pense qu'on va se retrouver pour parler de ce phénomène devant d'autres tribunes. Voilà, là, c'est vraiment un direct Facebook, mais je pense vraisemblablement, avec ce que je viens d'entendre ce soir, qu'on ne va pas s'arrêter à un direct. Ma dernière question, c'est que tu as dit que quand tu es rentré en Afrique, tu as dénoncé ce phénomène. Est-ce que tu as été entendu par nos dirigeants, par des organisations, qui ont tenu compte de ton témoignage? C'est la question que je pose. Ok, d'accord. Je peux dire que oui, j'ai été quelque part entendu, parce qu'après mes interventions au niveau des Jeunes Afrique, dans les réseaux sociaux, dans les médias, oui. En première position, oui. les gagnants sont allés chercher leurs ressortissants, parce que comme je l'ai su, il y a d'autres jeunes Guinéens qui ont été rapatriés, où j'ai partagé la cellule avec eux. C'est eux qui m'ont dit, ah, Abraham, après le mois de Ramadan, les Ghanéens sont venus chercher leurs ressortissants. Après, les Guinéens sont allés chercher leurs ressortissants, les Maliens, les Sénégalais, les Gambiens, ainsi de suite. Donc, je me suis dit vraiment que quelque part que j'ai vraiment été entendu par rapport à mes interventions. Ok, très bien. Est-ce que vous m'entendez encore? Parce que certains me disent que la vidéo commence à sauter. Oui, bon, moi quand même, je vous entends très bien. D'accord, ok. Très bien. All right. Merci beaucoup, Abraham. Il y a quelqu'un qui a posé la question, c'est Mélanie. Elle dit, qui est derrière tout cela? La responsabilité reste partagée. D'abord, le comportement des Libyens, ça c'est toute autre chose. Oui. Et nous aussi, qui avons décidé de se jeter dans le vide, oui. C'est ça, nous qui avons décidé de se jeter dans le vide. La troisième aussi, vous n'êtes pas sans savoir que même en Afrique, même si vous avez des initiatives qui peuvent au moins vous apporter quelque chose, et vraiment des initiatives qui peuvent vous permettre d'être autonome, même d'autres jeunes aussi, vous n'avez pas de soutien. D'accord. Donc, la responsabilité de nos dirigeants, la responsabilité de la jeunesse qui préfère aller chercher l'Eldorado, etc., etc. C'est ça? Bien. C'est vraiment ma réponse par rapport à cette question. D'accord, très bien. Abraham, je te remercie énormément. Je ne sais quoi dire parce que je suis estomaqué parce que je viens d'entendre. Je pense que tous ceux qui sont en train d'écouter sont dans la même situation. Et comme je te dis, je te promets qu'on se reverra très, très vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire de plus. Voilà. À très, très bientôt. Merci. À très bientôt. Bien. Eh bien, écoutez, mes frères et sœurs, vous avez entendu le témoignage d'Abraham. Hein. Je pense que je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus à part cela. Je ne sais vraiment qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus. C'est monstrueux, c'est révoltant d'en arriver à cette situation-là. Je lis quelques commentaires sur Facebook où certains disent que c'est bien fait pour ces personnes, pour ces personnes qui se retrouvent dans cette situation. Qu'est-ce qui peut justifier qu'un être humain, parce qu'il a voulu chercher une meilleure vie, se retrouve dans cette situation? Je ne suis pas d'accord avec mes frères qui pensent comme ça. Parce que c'est toujours dire que oui, c'est de la faute d'eux. Mais on n'en est pas là. La question est de dire aujourd'hui comment est-ce qu'on va les sortir de là? Et comment est-ce que nous-mêmes,
en tant qu'Africain ou en tant que personne humaine, quelle solution on peut trouver? Quelle solution on propose? Il y a donc, nous sommes déjà à 35 minutes. Il y a quelqu'un qui vit en Libye. Je ne vais pas dire sa fonction. Je suis tellement révoltée parce qu'il s'est passé que je l'ai appelé directement pour savoir quelle était la position de la Libye devant cette situation qui était dénoncée. Il est libyen lui-même, il vit en Libye et il va donc nous donner son point de vue sur cette situation qui est bien sûr, il ne faut pas le mentir, politique. J'espère que ça va passer. Je vais essayer d'abréger ça et après maintenant, on va essayer de conclure parce que c'est le premier direct. Je voulais passer par le témoignage d'Abraham qui était vraiment déterminant et voir un peu ce que nous pouvons faire. Bonsoir Walid. Oui, bonsoir Marie. Oui, merci Walid de vouloir vraiment partager cette expérience-là. Walid, tu as entendu le témoignage d'Abraham? Oui, tout à fait. Bien. Donc, voilà quelqu'un qui s'est retrouvé donc dans ces camps de concentration, comme on dirait. Walid, tu es libyen. Je ne vais pas t'agiverser. On se connaît pour d'autres raisons, des raisons professionnelles. Je sais que toi, tu es un combattant des droits de l'homme. Comment est-ce qu'aujourd'hui en Libye, la Libye de Kadhafi, même s'il est mort aujourd'hui, qui a défendu l'Afrique jusqu'à sa mort, peut se retrouver à rendre des frères africains esclaves? Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en Libye. Tout d'abord, est-ce qu'on m'entend bien? J'espère que vous entendez Walid, hein, c'est le plus... voilà, il témoigne donc de la Libye. Parfait. Tout d'abord, il y a eu beaucoup de changements en Libye depuis la révolution du 17 février 2011. Il faut dire que pendant les émeutes qui ont été fort médiatisées dans les pays d'Occident, il y a eu aussi un travail médiatique pour essayer de renforcer le sentiment de xénophobie par rapport aux pays africains, pour essayer de faire reculer un petit peu la Libye par de ses engagements vis-à-vis de l'Afrique et vis-à-vis du développement de tous les projets africains. Parce que, faut dire la vérité, c'est que la guerre ou l'intervention de l'OTAN et cette révolution, ça a été en fait utilisé pour essayer de faire tomber Kadhafi parce que Kadhafi avait des grands projets d'Afrique qui commençaient un petit peu à interférer avec les enjeux économiques et politiques de l'Europe. Déjà. Donc, pendant le début des événements des émeutes et de la révolution anti-Kadhafi, il y a eu toute une médiatisation que Kadhafi tuait les personnes qui manifestaient et que ces gens-là étaient tués par des mercenaires qui ont été engagés par Kadhafi, que c'était des mercenaires africains. Donc, ah, d'accord. Donc, aujourd'hui, il y a eu donc en fait, il y a eu donc toute une propagande qui a été faite contre les Noirs. Donc, il y a vraiment une haine des Noirs maintenant en Libye, c'est ça? Voilà, il y a déjà, si vous voulez, un sentiment de xénophobie, un non-respect de tout ce qui est les laboreurs étrangers, donc les travailleurs étrangers, etc. Malheureusement, après la révolution de 17 février, il y a eu tout un travail de propagande, justement, qui a ciblé a fait monter la xénophobie par rapport à tout ce qui est africain. D'accord. Reculer, justement. Voilà, donc ça, c'est le premier point. En fait, Walid, excuse-moi, comme on est déjà à 40 minutes, je ne veux pas trop, je voudrais faire 1 heure et parler l'essentiel. Donc, le premier point, c'est qu'il y a une grande xénophobie envers les Africains. Ça, c'est le premier point, c'est ça?
Et on a attribué, si vous voulez, ces morts à des tueries qui sont effectuées par des mercenaires africains qui ont participé, qui ont combattu à côté de Kadhafi, alors que ce n'est pas vrai. Hein. Donc il y a eu beaucoup d'exagération à ce niveau-là. C'était justement pour nourrir ce sentiment de xénophobie anti-africaine. Tu peux parler un peu plus fort, Walid? Oui, bien sûr. Donc le sentiment de xénophobie est là partiellement parce qu'il y a eu un travail de propagande par rapport aux gens qui sont morts pendant la Révolution, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts, et on attribue, si vous voulez, une partie de ces morts à cause de mercenaires africains qui ont combattu à côté de Kadhafi. Donc ça a semé une petite xénophobie, ça a augmenté un peu, et a nourri ce sentiment. Donc déjà. Très bien. OK, premier point. Ensuite, il s'est trouvé qu'il y a eu cet accord, avec la Libye qui a été passé. Oui, il y a eu en fait tout un travail politique entre l'Italie et la Libye. Donc, il faut expliquer que l'Italie est le pays le plus proche méditerranéen par rapport à la Libye au niveau de distance. Et c'est aussi le pays qui reçoit principalement le plus grand pourcentage de flux migratoires. Hein, donc, c'est le pays qui reçoit les migrants le plus possible. Et évidemment, bon, il y en a qui vont ensuite dans d'autres pays européens, mais c'est le pays d'accueil. Et le pays de départ, en général, c'est les pays africains qui sont limitrophes à la Libye. Et qui font justement le voyage en quête de niveaux de vie standard améliorés, etc. Vous en avez référé par rapport à l'Eldorado, oui, c'est un petit peu ça. D'accord. Ils se retrouvent par la suite bloqués un petit parce que il y a tout un marchandage par rapport à ça. Donc c'est vraiment le marché noir, c'est le crime organisé, c'est les gangs, c'est les milices armées qui, elles, ont tout un réseau, mais vraiment bien formé, par rapport à d'autres réseaux qui, eux, se trouvent en Europe. Et alors, il y a le pays de départ et puis il y a le pays d'arrivée. Il y a des transactions qui se font. Il y a même de la traite, on va dire. Je ne veux pas dire des marchés ouverts d'esclaves comme la CNN a mis à la télévision. Non, il n'y a rien qui se fait de manière ouverte. Il n'y a pas de marché d'esclaves, il n'y a pas de marché ouvert, etc., etc. Par contre, les gens qui rentrent dans ce circuit sont dépourvus de n'importe quel moyen pour faire appel à des droits, à des standards. Ils n'ont pas accès à des conditions humaines. D'accord. L'accès aux soins médicaux n'est pas là. La nourriture, bon, ne parlons pas vraiment de la qualité. Ils sont entassés dans des endroits qui sont insalubres, etc., etc., etc. Très bien. Walid, merci beaucoup. Donc, la réalité du terrain, elle est celle-là. Il y a des personnes, tu as entendu le témoignage d'Abraham, il y a vraiment des personnes qui sont entassées, il y a des personnes qui sont mises en prison, il y a des personnes qui sont vendues, il y a des femmes qui sont violées, il y a des personnes qui meurent sur les bateaux qu'on jette dans la mer. Il y a des personnes qui meurent dans les prisons qu'on jette. On a eu une conversation où tu m'as même dit qu'il y a des personnes qu'on retrouve au bord des plages qui sont mortes comme ça, qu'on laisse comme ça dans cette situation. Voilà aujourd'hui la réalité également. Voilà. Je voulais dire que ça c'est des choses qu'on voit, mais il y a des choses qu'on ne voit pas. Je veux dire, on se met à la place d'Abraham. Abraham a fait tout un sacrifice pour pouvoir justement arriver quelque part. Et je suis très content que Dieu l'ait protégé. Mais la vérité, c'est qu'en Libye, en ce moment, nous sommes dans un état où il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de sécurité. Le gouvernement ou le système judiciaire est quasiment inexistant. Ce qui propose en fait, qui offre un environnement propice et idéal pour justement tout ce qui est trafic, crime organisé, etc. Même les citoyens libyens qui vivent en Libye en ce moment, ils sont frappés par une crise économique sans précédent. Maintenant, la devise locale n'a presque plus de valeur. Il y a eu une multiplication de la perte du pouvoir d'achat de la devise nationale par facteur de 20 fois. Et ce qui fait que, bon, il y a beaucoup de personnes qui, maintenant, sont tentées par le crime. Et alors, le crime paye énormément en Libye. D'accord. Surtout qu'à partir du moment où il n'y a aucune infrastructure qui responsabilise les criminels. Et en plus, les réseaux qui, eux, commettent et organisent le trafic
réellement tout un réseau qui permet que faire en sorte qu'il y a énormément de bénéfices là-dessus, qui va tout à fait à l'encontre des accords antécédents qui, eux, soi-disant, stipulaient que l'Union européenne allait investir entre 20 et 30 milliards d'euros pour justement aider le développement de projets en Afrique, parce qu'il s'agit du moyen réel, du seul moyen qui peut justement éradiquer et créer ce problème où les gens font Afrique. Il faut pas nous non plus oublier que historiquement, les pays de source africains sont des pays qui se sont retrouvés démunis des moyens du standard convenable et ont été pillés des ressources pour justement partir de la civilisation occidentale en Europe. C'est à l'Europe de prendre un petit peu ses responsabilités par rapport à ces gens qui ne font que d'essayer de trouver une vie meilleure. Et c'est dommage qu'ils se retrouvent ici en train de payer le prix entre deux gangs organisés qui essayent justement de les maintenir, de les tuer, d'en abuser, de les vendre, etc. etc. C'est tout à fait abject et inacceptable. Très bien. Je te remercie, Walid. Comme je dis également, on va se retrouver parce que ce n'est que le début d'une longue bataille. Je te remercie pour ce premier volet de ton témoignage et qu'on va amplifier un peu plus tard. Merci beaucoup. Très bien. À très bientôt, Walid. Merci beaucoup. Alors, les amis, voilà la situation. Walid explique. Voilà. J'ai un peu l'impression qu'il paraît que Abraham a dit qu'il veut réagir par rapport à ce que Walid a dit. Donc, je ne sais pas si je vais rappeler donc Abraham, s'il est toujours en ligne, j'espère. Mais Walid dit qu'en fait, déjà en Italie, ce n'est plus un État. Je dis en Italie. Abraham. Oui, madame, je suis là. Oui, est-ce que oui, tu souhaitais réagir par rapport à Walid, c'est ça? Allô? Effectivement, oui, Oui. Oui. Qu'est-ce que tu voudrais dire? Concernant tout ce qui est valide, oui, je vous entends, madame. Moi aussi. Vous m'entendez? Oui, j'entends, oui. Oui, un peu. Tout ce que je viens de dire et ce que je viens de dire que c'est tout compatible. Donc, vous avez un peu tout ce que j'ai souligné sont compatibles. Donc, ça veut dire que tout ce que j'ai ici et j'ai expliqué au Mira sont vraiment compatibles avec tout ce que vient de dire. Donc, lui, il affirme vraiment qu'il vient de confirmer vraiment qu'il y a des choses macabres, énormes qui se passent en Libye. Très bien. OK. Mais maintenant, je vais. Donc, c'est la partie des personnes. Je pensais que... Oui. Voilà, je pensais peut-être qu'il allait avoir des... peut-être il allait dire que tout ce que j'ai eu à dire ne sont pas vrais, mais si lui-même il est libyen, Dieu merci, ça tombe bien, et lui-même il vient de vraiment faire des témoignages ou des confirmations de tout ce que j'ai eu à souligner ici. Donc vraiment, ravi de tout ce qu'il a dit. Très bien. Vous allez aussi analyser par rapport à tout ce que nous avons eu à dire ici. D'accord, très bien. À très bientôt, Abraham. Merci beaucoup. Merci, c'est un devoir. Merci. J'ai un mot de la fin. Bien sûr, je t'écoute. Ok, d'accord. Je vous en prie. Si réellement il y a des Ivoiriens qui sont en train de nous suivre en ce moment, je vous demande de passer par tous les moyens, de façon solennelle, de demander à votre gouvernement afin qu'il n'a qu'à aller chercher les 100 Ivoiriens qui sont incarcérés aujourd'hui dans les prisons de la Libye. Beaucoup de familles vont aller. Je vous dis, beaucoup de familles vont aller. Pour l'amour de Dieu, il faut que le gouvernement ivoirien passe par tous les moyens pour aller chercher ses ressortissants à Garian, à Zaouia, à Saba, à Tripoli. Je vous en prie, pour l'amour de Dieu. Vous avez des enfants, allez y chercher vos ressortissants. Merci, madame. Merci, Abraham. Merci beaucoup. C'est clair. Bon, maintenant, vous avez entendu les deux versions.
il y a Walid qui confirme donc tout ce qui est en train d'être vécu actuellement en Libye, qui dit que la Libye aujourd'hui n'est plus un état de droit. Voilà, donc la Libye n'est plus un état de droit, d'accord? Effectivement, après la chute de Kadhafi, ou du moins le décès de Kadhafi, aujourd'hui, c'est une situation de chaos total. Donc, il y a des milices armées qui sont là, qui sont vraiment positionnés du côté ouest de la Libye. C'est là qu'ils sont précisément. Et donc, ce sont eux-là qui font du trafic avec la mafia italienne et un peu avec la complicité de l'État italien qui a effectivement fait un accord avec la Libye. Donc, qui a fait un accord avec la Libye pour pouvoir stopper l'immigration. Donc, tout le monde voit ce phénomène. Tout le monde collabore. Tout le monde collabore. Voilà un peu où on en est arrivé aujourd'hui. Voilà. Donc, ma question, elle est là maintenant parce qu'on va terminer dans quelques minutes. S'il y a quelqu'un parmi nous, c'est très difficile de suivre toutes les interventions. Je voudrais demander s'il y a des personnes ici qui souhaitent commencer à dire quelles sont les voies de sortie de ce phénomène. Si les personnes peuvent intervenir, me dit qu'elles peuvent intervenir, c'est le moment de prendre la parole et de parler. Parce que moi, personnellement, j'accuse nos dirigeants qui ne sont pas capables de fournir le minimum nécessaire à une jeunesse qui est obligée d'aller nager, se mettre sur des bateaux pour chercher un soi-disant Eldorado. J'accuse devant cette situation l'Union africaine qui est capable de venir faire des marches ici quand il y a des attentats, mais qui n'est pas capable de réagir quand elle voit ses propres enfants livrés comme du bétail. J'accuse effectivement toutes les personnes qui regardent cette situation, qui disent c'est un phénomène de plus. Parce que dans une société, il y a trois autres personnes. Ceux qui voient et qui n'agissent pas. Ceux qui voient et qui disent, ben, de toute façon, on a compris. Et ceux qui se lèvent et qui s'insurgent. C'est clair qu'effectivement, tout le monde pourra faire des directs. Mais peut-être le moment est arrivé de faire une action concrète. Je pense à la citation de Charles Blé Goudet, qui est actuellement à la CPI, qui dit « Je ne veux pas être la honte de ma génération ». Qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? Quelle image on laisse à nos enfants? Quelle image on laisse de laisser encore un peuple souffrir de cette façon, humilié comme une bête? Peut-être qu'on n'attend plus rien des dirigeants, mais est-ce qu'en tant que société civile, nous ne pouvons pas nous lever? J'ai vu tous ces pays, même moi qui suis en Europe, la France où je suis ici, s'est bâtie sur une révolution parce qu'ils ont refusé le système du roi. Voilà un peu. Nous laissons notre continent se battre avec ses méandres en restant souvent pacifistes, pas parce qu'on ne peut rien faire. À moi seul, je ne peux rien faire. Donc, je demande l'aide des frères et des sœurs. Je demande l'aide de tout le monde pour savoir comment nous pouvons faire sortir nos frères de là. S'il y a une situation, s'il y a une solution, je vous demande que nous puissions travailler pour une fois ensemble. Tout le monde sait que nous ne sommes pas unis. Peut-être que sur ce sujet-là, peut-être commencera le début d'une nouvelle aventure. Est-ce que quelqu'un ici peut intervenir pour me dire, est-ce qu'il y a une possibilité? Ma soeur Bibi Gouze, tu te bats pour beaucoup de choses. Tu te bats pour beaucoup de situations en Côte d'Ivoire. Il nous reste très peu de temps. Je voudrais savoir si tu as peut-être un point de vue à donner sur cette situation après tous ces témoignages. Alors, je te remercie pour toutes les interventions que tu as faites, Abraham et Walid, et c'était très poignant. Donc, on sait très bien que les interventions militaires impérialistes en Irak, en Syrie, en Libye ont été décrites comme des
par des dirigeants comme étant des opérations humanitaires. OK. Qui sont venus pour restaurer les droits de l'homme. Mais ce qu'on voit, au contraire, c'est la barbarie après. Et donc, ça se suit les 3 pays, Syrie, Irak et maintenant la Libye, qui émergent avec un degré de barbarie qu'on ne peut décrire. Donc, c'est très déshumanisant, c'est très honteux. Et les solutions, les réponses, on ne sait pas d'où ça part. C'est ce que moi je me pose, la question que je me pose, c'est la source de tout ça, la source des problèmes, du mal qui pousse les jeunes, la jeunesse à vouloir partir en Europe ou quitter leur pays. C'est la source de ce mal. Parce que je constate que les Africains ont un problème très particulier. Ils aiment jouer à l'autruche, c'est-à-dire quand il y a un problème, on fout la tête dans le sable. On fuit les problèmes. OK. Voilà, parce que, pourquoi je dis ça? Voilà que notre président, quand il avait été bombardé par les Français, par qui? Aucun Africain ne s'est levé. Personne. Ça a été le mutisme total. Personne. Et aujourd'hui encore, il y a eu d'autres événements où les Africains ne se lèvent pas. Et évidemment, Facebook, c'est là où on excelle le plus. Ouais. Et là, aujourd'hui, ce qui se passe en Libye concerne toute l'Afrique parce que presque tous les pays africains sont représentés dans cette jeunesse-là qui fuit. Exactement. Il y a des Ivoiriens qui se font passer pour des Guinéens, il y a des Nigérians, il y a des Zimbabwéens, des Kenyans, c'est presque toute l'Afrique qui fuit. Que se passe-t-il en fait en Afrique? C'est quoi le vrai problème? Est-ce que, encore une fois, nos dirigeants africains vont encore rester là, dans ce mutisme, et sans rien dire, dans ce silence, sans rien dire? Quel est le problème? Pourquoi les Africains ne savent pas parler? Pourquoi ils ne savent pas dire non? Pourquoi ils ne savent pas prendre des décisions? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça que je me pose. C'est cette question que je me pose. Parce que c'est bien beau de partir, parce qu'il y a un Eldorado, il y a beaucoup de responsables dans cette situation. On va accuser la France-Afrique, on va accuser la jeunesse elle-même qui veut partir, on va aussi accuser les responsables, mais et tout ça, ça vient d'où? Pourquoi ces responsables, ces dirigeants-là ne parlent pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est la racine du problème qui est là. Si on sait dire non, si on apprend à dire non aujourd'hui à tout cela, si les responsables donnent de quoi vivre décemment à la jeunesse, à les occuper, à travailler, je pense que ça peut régler une partie du problème. Mais là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, à vous les juristes, vous avez une part de responsabilité dans ça. Est-ce que vous allez vous taire? Est-ce que vous allez faire quelque chose? Ça aussi, c'est une question. Est-ce que les médecins sans frontières, les médecins de tous bords, vont rester là sans assister ces jeunes qu'on dit torturés, malades, sans soins, jetés dans je ne sais quoi? Est-ce que les médecins vont rester sans rien dire? Est-ce que les organisations comme l'UN ou bien l'ONU vont rester sans rien dire ou juste mettre un courrier dans la meilleure des gazettes et puis là, on passe? Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Est-ce que les Africains eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils vont faire les Africains? C'est ça les questions qu'on se pose. C'est tout le monde qui est concerné. La médecine est concernée. Les droits de l'homme, les institutions des droits de l'homme sont concernées. Vous, les juristes, vous êtes concernés. Les présidents, les dirigeants des pays sont concernés. Et le Kidam est concerné. Même l'être humain est concerné parce qu'il s'agit des humains. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? D'accord, je crois que c'est la question on est en train de tous se poser. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Et ça, c'était une ébauche parce que c'était de présenter cette situation sur un autre aspect avec ce témoignage d'Abraham. Je te remercie, Bibi. Je pense qu'on se reverra pour discuter des suites à donner à cet événement ou à ces événements tragiques. Je te remercie. Je t'en prie. Voilà. Très bien.
J'avais promis d'arrêter donc à 1 heure. Alors, je vais respecter ma parole parce qu'effectivement, il y aura une suite. Je ne vais pas m'arrêter là parce que c'est vrai que, comme on le dit toujours, on a le chic de commencer quelque chose et après de s'arrêter en cours de chemin parce que, voilà, le sujet tombe un peu aux oubliettes. Voilà. Franchement, beaucoup me suggèrent des choses. Je vois que la jeunesse, il faut proposer quelque chose à la jeunesse, etc. D'autres me disent qu'il faut partir sur des pétitions et des dénonciations, des initiatives. On peut publier des vidéos. Tout le monde ici est concerné par ce phénomène. Tout le monde est concerné par ce phénomène. Il ne faut pas que ça soit juste un effet de mode ou quelque chose dans l'émotion. Nous ne sommes même plus dans l'émotion. Je vais donc conclure pour dire, j'ai fait cette vidéo, pas parce que je suis ivoirienne. J'ai fait cette vidéo parce que je suis africaine. J'espère que des personnes feront de même. En Guinée, en Mauritanie, au Sénégal, au Cameroun, même en Afrique du Sud, pour s'insurger contre ce qui est en train de se passer actuellement. Qu'on soit d'accord ou pas avec des frères qui sont partis chercher une vie meilleure, il faut les sortir de là. Nous avons le continent qui est appelé le berceau de l'humanité. Et ce continent est en train de se perdre dans des méandres d'une situation et des situations qui la dépassent. En tant qu'humains, réagissons cette fois-ci. Dénonçons comme nous le pouvons devant l'Union africaine. Écrivons à nos présidents. Réfléchissons à des situations. Éduquons, parlons, témoignons, sensibilisons, faisons quelque chose. Mais ne fermons pas ce direct en disant on a écouté, que Dieu les soutienne. Dieu ne descendra pas pour sauver ces personnes. Nous devons aller sauver ces personnes. Je suis africaine, je suis fière de l'être. Je sens que toute personne qui se connectait aussi est fière. Battons-nous pour notre continent. Marchons dans la dignité. Nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des animaux. Et une fois que nous nous serons battus pour ce continent, quand demain nous aurons vu le résultat de ce que nous avons fait aujourd'hui, ce dur labeur, nous sortirons fiers et disons nous avons fait le bon combat. Je vous remercie pour ce soir. À très bientôt. Au revoir.